Bienvenue dans la quatrième et dernière séquence de notre cours d'anatomie et de physiologie du système digestif. Je voulais vous parler du foie et de ses aspects métaboliques. Le foie est une glande, bien évidemment, très importante du système digestif, ayant de multiples activités dans les fonctions digestives, mais aussi dans d'autres activités de détoxification. Vous savez que c'est également un organe thermogénique. Il produit de la chaleur et c'est grâce à lui que l'organisme peut se maintenir également à 37 degrés. Cette glande est très volumineuse, c'est la plus volumineuse de l'organisme. Elle est localisée dans l'abdomen supérieur, à cheval sur l'hypocondre droit, la région épigastrique et l'hypocondre gauche. Elle est en particulier indispensable aux activités métaboliques. Sur un plan anatomique, c'est une glande pesant de 1 à 2,3 kg en fonction des personnes et sa structure est organisé en lobules formés d'hépatocytes disposés par paires dans des colonnes. Si l'on visualise le droit sur la face antérieure, on peut distinguer un lobe droit et un lobe gauche. Sur la face inféro-postérieure du foie, on peut distinguer deux autres lobes plus petits, le lobe carré et le lobe caudé. Différentes empreintes sont également visibles. L'empreinte rénale droite, l'empreinte colique, l'empreinte gastrique et l'empreinte de la glande surrénale droite. Ces empreintes correspondent à des points d'appui, des structures marquées ici, et qui permettent qui leur permettent en fait de prendre appui sur le foie. En termes de fonction, c'est un organe qui est extrêmement actif dans le métabolisme des sucres. Il convertit le glucose en glycogène. Il intervient dans le métabolisme des graisses en désaturant les graisses. Il intervient également dans le métabolisme des protéines par des activités de désamination d'acides aminés et de transamination. Il intervient dans la défense microbienne, dans la lyse d'érythrocytes, dans la détoxification, le métabolisme de l'éthanol, l'inactivation d'hormones, la synthèse de vitamine A, la production de chaleur, la sécrétion de bile et le stockage de vitamines liposolubles de type ADEK, le fer, le cuivre, mais également de certaines vitamines hydrosolubles. En ce qui concerne le mécanisme de désamination et de transamination dans le métabolisme des protéines, la réaction de transamination est catalysée par une enzyme que l'on appelle une transaminase. Cette réaction réversible consiste en l'échange d'une fonction amine primaire entre un acide alpha-aminé et un alpha-cétoacide. Par exemple, le glutamate plus l'oxaloacétate donnera de l'alpha-cétoglutarate plus de l'aspartate. Abordons, pour terminer ce cours sur le système digestif, le côlon. Le côlon est le siège de l'absorption d'eau et d'électrolytes. Il intervient dans l'absorption des sels minéraux, des vitamines, des médicaments. Il permet également le contrôle du volume et de la composition ionique des sels. Il a bien évidemment une activité propulsive qui va intervenir dans l'avancement des sels au sein du côlon. Mais il sert également de stockage temporaire des sels. En termes d'activité métabolique, elle est intense et elle est notamment due à la microflore colique, c'est-à-dire un ensemble très important de bactéries colonisant le côlon. Sur un plan anatomique, il mesure environ 1,50 m de long. Il est composé de 4 segments. Il comprend 4 couches tissulaires, les mêmes couches tissulaires que celles dont je vous ai déjà parlé, mais les fibres musculaires longitudinales ont la particularité d'être en ténia coli, en forme de chevron. Le tissu lymphoïde y est également très important et il présente de nombreuses cellules caliciformes.
Sur le schéma en haut à gauche, vous pouvez distinguer le positionnement du côlon dans la cavité abdominale. On peut distinguer le côlon droit ou côlon ascendant, que l'on retrouve ici, qui débute par une zone renflée qui porte le nom de cécum et au niveau de laquelle est également présent l'appendice, appendice vermiforme. Ensuite, passant de la droite à la gauche, le côlon transverse, que l'on retrouve ici. Puis ensuite, fait suite au côlon transverse, le côlon descendant au côlon gauche, au niveau duquel ont été symbolisés ici des selles. Faisant suite au côlon descendant, le côlon sigmoïde. Et puis on termine le tube digestif par le rectum et le canal anal. Que ce soit l'homme ou la femme, c'est la même disposition dans la cavité abdominale. Le côlon proximal a pour principal rôle l'absorption de l'eau et des électrolytes, et le côlon distal, le stockage et l'évacuation des déchets de l'alimentation. Le côlon va absorber le Na+, et le Cl-, et va sécréter des ions K+, et HCO3-. Ceci a pour conséquence la réabsorption d'eau avec une concentration des matières fécales. L'absorption de sodium se fait par la Na+, K+, ATPase de la membrane basolatérale de la cellule colique et notamment régulée par l'aldostérone. Au niveau anatomique, on retrouve les mêmes structures anatomiques que celles dont je vous ai parlé pour l'intestin grêle, à la différence que le côlon n'a pas de villosité. La surface colique est plane. Il y aura de gros replis que l'on peut voir sur la structure colique générale. Ici, sur ce morceau de paroi, on ne voit qu'une surface plane, mais par contre sont visibles des orifices qui ouvrent sur les glandes intestinales du gros intestin, que l'on appelle également les glandes coliques. L'épithélium est également un épithélium simple, prismatique, composé de colonocytes, qui sont les cellules épithéliales du côlon, et entre les colonocytes sont retrouvées des cellules à mucus. La paroi est constituée d'une muqueuse, d'une sous-muqueuse. Entre les deux, muqueuse et sous-muqueuse, est retrouvée une musculaire muqueuse. Au niveau de la sous-muqueuse sont présents de gros vaisseaux, des artères et des veines qui permettent d'irriguer l'ensemble du tissu colique. Ensuite, on retrouve une musculeuse avec une couche longitudinale externe et une couche circulaire interne. Et pour terminer, la couche la plus périphérique correspond à la séreuse. Sont présents également dans la structure de la paroi des follicules lymphatiques et les structures nerveuses dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire entre les deux couches musculaires sont présents des neurones du système nerveux entérique. Dans ce cas-là, ce sera le plexus d'Auerbach entre les deux couches de muscles. Et au niveau de la couche sous-muqueuse seront retrouvés également des neurones du système nerveux entérique faisant partie du plexus sous-muqueux de Meissner. La vascularisation du côlon est assurée par les artères et les veines mésentériques supérieures et inférieures, et l'innervation est également sympathique et parasympathique. Quelques mots sur la fonction motrice du côlon. Le stockage est assuré par des mouvements peu propulsifs et un transit long. Le côlon droit est animé d'un péristaltisme rétrograde vers le cécum, qui assure le brassage et les phénomènes de réabsorption. Le côlon gauche, pour sa part, est animé de contractions annulaires peu propulsives. L'activité irrégulière des contractions non propagées, entrecoupée de périodes de quiescence, c'est-à-dire de repos en quelque sorte du côlon,
permet le tassement des matières fécales. Avant le réveil et après le repas, les contractions segmentaires et propulsives se dirigent pendant 1 à 2 heures vers le côlon sigmoïde. Mais l'on retrouve 2 ondes péristaltiques puissantes par heure qui portent le nom de mouvements de masse. Il existe quelques différences en termes de motricité colique entre la période de jeûne et la période postprandiale. La période de jeûne est caractérisée par des périodes de quiescence et une activité aléatoire. Les contractions que l'on peut observer au cours de cette période de jeûne sont des contractions segmentaires non propulsives. Au cours de la période postprandiale, la motricité est nettement augmentée. L'activité de segmentation va permettre un tassement des selles et des mouvements de réabsorption. Le péristaltisme conduit à la défécation postprandiale. Le réflexe gastrocolique correspond à une réponse colique postprandiale. Au cours du nyctémère, c'est-à-dire l'enchaînement jour-nuit, le côlon est réputé silencieux la nuit. Par contre, il présente un pic d'activité segmentaire et péristaltique, c'est-à-dire une augmentation de la motricité qui va se faire à un moment précis de la nuit, aux alentours de 5 heures du matin. Au cours de la matinée et de l'après-midi, l'activité segmentaire reste modérée. Par contre, nous pouvons observer des pics moteurs caractérisés par une activité électrique et motrice très importante qui dure environ 2 heures, suite au repas du midi et au repas du soir. Ces 2 pics moteurs entraînent fréquemment l'envie de déféquer. C'est ce que l'on appelle le réflexe gastrocolique excitateur. C'est une réponse colique postprandiale au fait qu'il y ait des aliments dans l'estomac.